PQRST, PQRST, mais le T ici est différent du T là-bas. Il est plus ample, il a deux petites bosses au-dessus, et donc je sais qu'il y a un battement auriculaire là-bas. Ce battement auriculaire qui est très précoce dans l'onde T n'a pas donné des QRS parce que le faisceau de His est en période réfractaire absolue. Ça ne passe pas. D'accord? Et donc, comme ce n'est pas passé, il y aura une pause. C'est normal, toute extrasystole est suivie d'une pause post-extrasystolique. Sauf lorsqu'il y a des anomalies de couplage, j'en parlerai aussi. Et on revient au rythme normal. On est là, on est là, on est là. Et puis ici encore, RR 20, 20. Ici, off, il y a une autre pointe qui apparaît là-bas et l'intervalle devient plus long. Donc, si vous n'êtes pas attentif à la morphologie de l'onde T, vous allez conclure ici à une arythmie sinusale. N'est-ce pas? Vous allez dire que c'est un rythme sinusal irrégulier. Mais si vous êtes attentif aux ondes T, vous allez vous rendre compte que c'est un rythme sinusal, mais avec des extrasystoles atriales noyées dans les ondes T et non conduites, donc extrasystole atriale bloquée. C'est bon? C'est un peu difficile, hein, mais vraiment, soyez vraiment vigilants. N'oubliez pas le principe des pointés sur une feuille sur l'ECG. Hein. Dès que vous avez une irrégularité, vous recherchez l'aspect de l'onde T. Là, vous êtes à la recherche d'une onde P noyée dedans. Donc, il faut que ça ait la même durée. Il n'y a pas de raison que la repolarisation précédente soit différente de la repolarisation qui suit. Si c'est différent, c'est qu'il y a quelque chose dedans. D'accord? Un multiport. Okay. Le multiport, c'est un vol d'ozone. Oui. Ici, ça ne peut pas tenir. Mais ce que vous avez moins l'économie, ça va tenir facilement. Si vous le remettez au-dessus, ça va tenir facilement. Très bien, ce n'est pas compliqué. Lorsque, là, on a un rythme qui est sinusal, oui. Irrégulier, oui, parce que les intervalles RR ne sont pas pareils. D'accord? Quand je regarde les ondes T, elles sont pareilles partout. C'est une arythmie sinusale. Donc, un rythme sinusal irrégulier. Donc, si ces anomalies ici de l'onde T, parce qu'ici, c'est clair que l'onde T est complètement différente entre ce battement et l'autre, dans une arythmie sinusale, ce sera la même morphologie. D'accord? Toutes les ondes T se ressemblent. Vous n'avez pas d'ondes P qui sont noyées dedans. C'est une arythmie sinusale. Et les arythmies sinusales, n'allez pas les chercher chez les papis qui ont 50 ans. Allez les chercher chez les tout jeunes. ECG, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 25-30 ans. Quand ils commencent à avoir 35-40 ans, le nœud sinusal est très mature. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une arythmie sinusale respiratoire. C'est vraiment chez les jeunes. Hein? Voilà. Bien. Ça passe. Je ne sais pas si c'est moi, mais bon. OK. Pareil ici. Ici, je choisis une diapo avec deux types d'extrasystolie. Précocement, ici, on a une onde P qui est tombée sur l'onde T, mais on sait voir que c'est une onde P, et avec un complexe QRS qui est différent du complexe QRS précédent. Donc, on a une extrasystole auriculaire avec une conduction aberrante. On est en période réfractaire relative. Et puis ici, pareil, on a une onde P' qui tombe dans l'onde T et qui ne donne rien. D'accord? On est donc en présence d'une extrasystole atriale non conduite, donc bloquée, parce qu'on est en période réfractaire absolue sur le faisceau de His. Mais je veux le même truc. Sur le même patient, sur le même tracé. Pourquoi sur le même tracé, on aura ici période réfractaire relative, là absolue? Tout dépend du moment où tombe l'onde P. Si l'onde P tombe de manière très précoce, la période réfractaire est encore absolue. Si ça tombe un peu en retard, on est en période réfractaire absolue, relative, pardon. OK? Vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi. Moi, je te donne les explications parce que je transmets. Moi, ce que je donne, je le comprends. Donc, je vous transmets pour que vous sachiez pourquoi c'est comme ça. Vous retenez comme ça, plus comme ça, égale ça. Bon.
pareil, hein, ici, je voulais montrer juste la morphologie des ondes de T. On peut avoir vraiment des trucs très, très aberrants hein, sur les ondes T. Mais n'oubliez jamais qu'il faut regarder comment se présente l'onde T pour voir s'il n'y a pas un machin dedans. Là, par exemple, ce qu'il y a ici, c'est l'agrandissement de ça. Donc, on a un patient qui a un rythme sinusal PQRST, PQRST, mais on a ici une onde T qui est différente de l'onde T du complexe précédent, alors que cette onde T-là ressemble à celle-là, n'est-ce pas? Donc, là, on a une onde T qui est bizarre, et puis on a un repos compensateur, donc on a une pause. L'intervalle ici, comparativement à celui-là, est plus court. Donc, on s'est dit, cette onde T doit avoir quelqu'un dedans, et quand c'est zoomé ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est rentré dedans, et ce quelque chose est quelque part ici. Ce n'est pas où il y a la flèche, hein, c'est là. Donc, l'onde T s'élargit en termes de durée et d'amplitude, et comme ça n'a pas conduit, on sait que c'est une onde extrasystolique atriale qui est bloquée dans l'onde T. Période réfractaire, ici, ce qui a précédé, c'était ça. On a PQRS, l'onde T, morphologie bizarre. Donc, il y a une onde P dedans, mais cette onde P donne un QRS qui n'est même pas semblable au QRS classique. Donc, ici, on est plutôt dans l'aberration de conduction. Ici, on est plutôt dans le blocage de conduction. D'accord? Blocage de conduction en période réfractaire absolue, aberration de conduction, période réfractaire relative. C'est bon? OK. Mon ami, tu peux passer. Ouais, tu peux passer encore, ça on a montré. Oh, ça me tourne la tête. OK. Ici, ça c'est assez particulier. C'est des cas un peu bizarres, mais pour que vous soyez affranchis de toutes les surprises. Quand moi je vois ça, je dis le patient a une extrasystole ventriculaire. Quand on va caractériser l'extrasystole ventriculaire, on va dire que le QRS est plus large que le QRS normal, avec une plus grande amplitude, avec inversion de l'onde T. D'accord? On en parlera. Mais quand je regarde bien, j'ai l'impression qu'on a une onde P et une onde P. Une extrasystole ventriculaire n'est jamais précédée d'une onde P. Jamais. Elle est ventriculaire parce que le battement vient de ventricule. Et comme ça vient de ventricule, on ne peut jamais avoir une onde P devant. Quand tu as une onde P comme ça, on va se dire, mais est-ce que ce n'est pas l'onde T? Mais est-ce que l'onde T est comme ça? Regardez, ça se ressemble un peu dans la descente, là, les deux là. N'est-ce pas? Et donc, on a une extrasystole auriculaire qui tombe là et on a un QRS qui est beaucoup plus profond et qui ressemble, qui mime même une extrasystole ventriculaire. Là, c'est généralement chez les patients chez qui on a des extrasystoles qui sont très proches de la jonction. Hein. C'est souvent des extrasystoles jonctionnelles. Et donc, ça vous donne un aspect péjoratif du QRS dans le sens où cet aspect est différent de l'aspect normal. C'est en période réfractaire relative. Ici, on sait le voir, on vous montre des encoches, là, 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 qui viennent après le QRS, alors que précédemment, ici, on n'a pas stricto sensu des ondes P. Regardez, ce patient a une vraie arythmie supraventriculaire, mais je vous épargne tout le reste, je vous montre ça. PQRST, complexe large, encoche. On doit avoir une cupule comme ça, on ne doit pas avoir un chevauchement. Donc ici, regardez là, il y a une onde P dedans qui vient après le QRS. J'avais dit que les extrasystoles jonctionnelles se présentent après les QRS lorsque la conduction s'est faite lentement en haut. Donc, c'est exactement ce qu'on voit ici. Ici, par exemple, j'ai une onde sur la branche descendante du segment ST de ce complexe-là. J'ai une onde P qu'on voit. J'en ai ici, on ne voit pas bien. On voit ici.
On voit là, on voit là. Autant je vous disais, chez les patients dont la fréquence cardiaque est relativement lente, de regarder les ondes T. Autant quand le patient est très serré comme ça en fréquence cardiaque, donc il est rapide, vous regardez le segment ST. Si vous n'avez pas d'onde P, vous regardez le segment ST parce qu'on peut avoir des ondes P après. Ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est quand j'embête les docteurs assistants là-bas. Mais vous, ce que vous retenez, et c'est par là que je finis d'ailleurs, avant de parler du phénomène d'Ashman, c'est que extrasystole atrielle, enfin, extrasystole supraventriculaire égale battement précoce. Ce battement précoce, pourquoi il est dit précoce? Parce qu'il ne respecte pas la durée de l'intervalle RR classique. Ce battement précoce qui est supraventriculaire va donc se présenter, s'il s'agit d'une extrasystole atriale, par la présence d'une onde de P'. Pourquoi elle est dite P'? Parce qu'elle a une morphologie différente de l'onde P sinusale. D'accord? Cette onde P' atriale extrasystolique sera soit isolée, soit en salve, soit en séquence. Lorsque c'est en séquence, on a un bi ou un trigéminisme. Lorsque c'est en salve, on évolue vers une tachycardie atriale quand c'est régulier ou vers une fibrillation auriculaire quand c'est irrégulier. Cette même extrasystole atriale peut être aussi, en termes de la conduction auriculo-ventriculaire, elle peut être conduite, ça donne un QRS qui ressemble au QRS normal. Elle peut entraîner une conduction aberrante parce qu'elle arrive en période réfractaire relative sur le faisceau de His. Donc, on aura un QRS élargi qui sera précédé d'une extrasystole auriculaire. Et enfin, elle peut être bloquée lorsque on est trop précoce sur l'onde T et lorsque on arrive au faisceau de His en période réfractaire absolue. Lorsqu'il s'agit d'extrasystole jonctionnelle, on peut avoir donc un battement précoce sans voir apparaître l'onde P'. Si elle n'apparaît pas, ce n'est pas un problème. Si elle apparaît après. Donc, elle est rétrograde. Dans tous les cas, le QRS extrasystolique, donc post-extrasystolique, sera normal ou aberrant. Aberrant parce qu'il est élargi, d'accord? Normal parce qu'il a une configuration qui ressemble aux ondes, au complexe QRS des complexes normaux. C'est ça le résumé de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je passe encore? J'ai deux présentations, hein, donc c'est pour ça que je vais interrompre ça. Ça, c'est pour vous? Oui. Le tracé qu'on n'a pas vu. Oui. Oui. P'. Oui. Oui. Tu peux reculer, s'il te plaît? Tu nous montres le tracé? C'est pas ça? Ça? OK. Viens montrer. C'est où? Là. D'accord. C'est une onde P', oui. Oui. Donc, on ne voit pas l'onde T. Oui. Mais regarde la hauteur de cette onde P' est là. Qu'est-ce que tu trouves? Ici, c'est un peu court. Là, c'est un peu haut. Donc, ça veut dire qu'il y a une fusion entre la repolarisation et l'onde P' qui est très précoce. Et comme elle est très précoce, ça va nous donner une aberration de conduction. C'est pour ça qu'on a cet aspect-là. Tu ne le vois pas vraiment bien parce que le patient est rapide. Pareil ici. Tu as le segment ST, l'onde T qui commence à monter, mais tu as le extrasystole qui tombe dessus, à la phase ascendante de l'onde T. Et donc, du coup, c'est très précoce. Ça te donne un complexe apparent. C'est bon? OK. Oui, question? Oui, docteur. Merci.
Très bien. Belle question. Mon ami, tu peux remettre la dernière diapositive, hein? Comme ça, ils ont le temps de lire ça avant que je n'arrive à toute dernière, vraiment la dernière. OK, tu laisses ça. Alors, la question de notre collègue, est-ce que l'aberration de conduction n'intéresse que les extrasystoles jonctionnelles? OK? Qui a la réponse? C'est oui ou non? C'est oui ou non? Donc, l'aberration de conduction n'intéresse que les extrasystoles jonctionnelles. Oui ou non? Non. Non. Ce qu'on voit, ce qu'on vient de montrer ici, c'est quoi? C'est une extrasystole atriale qui est précoce et qui donne un QRS qui a une morphologie différente. Donc, l'aberration de conduction, ça se voit dans toutes les extrasystoles supraventriculaires, pas seulement les jonctionnelles. Pourquoi il y a aberration? C'est parce que le battement est tellement précoce de la fin du battement précédent que ça n'arrive pas à dépolariser les cellules qui sont encore en période de repolarisation. Donc, ils n'avaient pas encore fini leur repolarisation. Donc, aussi bien les extrasystoles jonctionnelles que les extrasystoles atriales, comme illustré précédemment, entraînent des aberrations de conduction. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça se voit. Deuxième chose, ou deuxième question. Ta question, c'était fibrillation auriculaire, stricto sensu, et puis salve. Ce n'est pas compliqué. Pour que tu sois sûr qu'un patient en fibrillation auriculaire nette, tu as un tracé ECG, on te le donne, il est en fibrillation auriculaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'onde P. D'accord? L'intervalle RR est irrégulier. C'est ça la fibrillation auriculaire. Absence d'onde P classique, intervalle RR irrégulier. D'accord? OK. Mais dans notre cas ici, quand il fait, j'ai dit, quand les extrasystoles atriales vont en salve. Une salve, c'est quoi? C'est-à-dire que extrasystole, 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 extrasystole. La fréquence de survenue de ces extrasystoles qui donc empêche le nœud sinusal d'envoyer de l'influx parce que c'est très rapide, va dépendre des foyers qui sont en train d'induire les extrasystoles. Si c'est un seul foyer qui induit toutes ces extrasystoles, mettons, ce foyer entraîne une dépolarisation des oreillettes à 120 ou à 150. Donc, on aura des ondes P' à 150 qui vont entraîner des QRS. Donc, on sera très serré. D'accord? Et ce sera régulier. RR régulier parce que c'est un foyer. Ça va s'appeler donc une tachycardie atriale parce que le foyer est atrial. D'accord? Si c'est une extrasystole qui est jonctionnelle. D'accord? Extrasystole jonctionnelle, ça veut dire qu'on n'a pas de P', on a plutôt une onde P qui est noyée dans le QRS. OK? Et c'est un seul foyer qui bat à 150. J'aurai des QRS qui se suivent, fin, pas d'onde P. Ou alors onde P rétrograde. Tu me suis, non? Ça va s'appeler tachycardie jonctionnelle. OK? Tout le monde comprend? Vous avez déjà entendu parler de tachycardie jonctionnelle? OK. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est une extrasystole jonctionnelle, OK, qui déclenche, qui entraîne une réentrée et ça fait un circuit. On ne voit pas les ondes P stricto sensu. Bon, enfin, je le dis de manière globale parce que c'est une formation, mais nous, on les voit. Okay? Elles peuvent être rétrogrades et puis il y a des mesures que l'on fait pour savoir quel est le mécanisme qui sous-tend cette tachycardie jonctionnelle. Donc, on appelle maintenant ces genres de tachycardie les tachycardies réciproques. Ça va nous entraîner des QRS rapides, pas d'onde P nettement visible ou rétrograde ou noyée dans les QRS. Ça va s'appeler une tachycardie jonctionnelle. Maintenant, si c'est plusieurs foyers à l'étage atrial, celui-ci donne sa morphologie d'onde P, celui-ci une autre morphologie d'onde P, ça ne dure pas plus de 30 secondes, nous allons dire que c'est un lambeau de tachycardie atriale. D'accord? Si maintenant, c'est plusieurs foyers, ça ne dure pas 30 secondes, l'onde P ne se voit presque plus parce que la dépolarisation est très rapide, ça va s'appeler fibrillation auriculaire. Et donc, comme c'est plusieurs foyers, ça ne respecte pas la régularité.
la régularité sur le tracé de la succession des complexes QRS est généralement la résultante de l'existence d'un foyer qui dirige. D'accord? C'est comme dans un pays. S'il y a un président, c'est la même chose. S'il y a deux présidents, c'est un monstre à deux têtes. Celui-ci dit A, l'autre dit B. D'accord? Voilà. Donc, chaque fois que vous avez un trouble de rythme qui est régulier, sachez qu'il y a un seul foyer. Quand c'est irrégulier, il y a d'autres gars là. Et tout ce qui est irrégulier, c'est ce qui est dangereux. D'accord? J'ai répondu à tes questions? OK. Une dernière question avant que je ne prenne la pause? Oui. OK. Bon, ça, c'est un cours DCG, un cours de prise en charge des troubles de rythme. C'est un autre module. Mais qu'à cela ne tienne, retenez une chose. Dans votre pratique médicale, ne soyez jamais pressé de soigner les troubles de rythme. Pour la simple raison que tous les médicaments antiarythmiques sont arythmogènes. C'est-à-dire que tout ce que tu donnes pour couper un trouble de rythme peut déclencher un autre trouble de rythme plus grave. Donc, ne soyez vraiment pas pressé de le faire. Ayez, pour des patients comme ça, la latitude de les référer dans l'hôpital où vous êtes à un cardiologue. Parce qu'en fait, un trouble de rythme peut sembler anodin et dégénérer en une mort subite à cause d'un traitement qu'on a induit. C'est pour ça que je ne peux pas dire, voilà, il a tel truc, qu'est-ce qu'on fait? C'est complètement différent. Pour ça, il faut connaître le type précis du trouble de rythme. Si tu l'as avec précision, à ce moment-là, tu mets un traitement précis attaché à ça. Si tu as l'interprétation de l'ECG douteuse, tu peux penser que c'est A alors que c'était Z. Tu soignes A avec un traitement de Z, ok? Tu peux créer des problèmes. Donc, voilà un peu. Mais pour répondre à la question de savoir, est-ce qu'il y a une dérivation particulière pour regarder les extrasystoles? Pas forcément. C'est vrai que le D2, la dérivation D2 reste la meilleure dérivation pour analyser l'activité atriale, pour une raison assez simple d'ailleurs, mais on peut voir ça partout. Je pense vous avoir dit ici que les dérivations ne sont que la traduction d'un regard sur une face du cœur. Donc, si on voit l'activité atriale, on la détecte mieux sur D2, c'est parce que la dépolarisation atriale vient vers cette dérivation-là. Donc, celui qui est en V1 va voir aussi la même chose, mais peut-être pas de manière plus nette, mais il va voir quand même. Hein? L'ECG, ce n'est que plusieurs électrodes mises autour du cœur. On regarde pour avoir une électrique du cœur. Donc, toutes les dérivations sont importantes. Toutes. Vous verrez, par exemple, quand on parlera des extrasystoles ventriculaires, on te dit si elle est positive dans telle dérivation, négative dans telle autre, égale tel type d'extrasystole. Donc, mais ça, c'est un peu plus poussé. Tout ce que moi, j'attends de vous sur les arythmies supraventriculaires, enfin, sur les extrasystoles supraventriculaires, c'est de les reconnaître. Ensuite, de déterminer leur type de conduction avec les ventricules. Enfin, de dire si ces extrasystoles sont isolées, si elles sont en salve ou si elles sont en séquence. C'est tout ce que j'attends de vous. Déterminer la conduction, c'est si ça conduit bien, si ça conduit de manière aberrante ou si ça ne conduit pas. Tout ce qu'on attend de vous sur l'ECG pour les extrasystoles supraventriculaires, c'est seulement ça. C'est une extrasystole supraventriculaire? Oui. Elle est atriale? OK. Elle conduit normalement?
D'accord? OK, elle est isolée. Point barre. Ou elle est supraventriculaire, elle est atriale, elle est bloquée. Ou elle est supraventriculaire, elle est atriale bloquée, mais en séquence. Elle est bigéminée. Donc, c'est ça que j'attends de vous. Reconnaître qu'il s'agit d'extrasystole supraventriculaire, dire si elle est jonctionnelle ou pas, donc ou atriale, et puis me donner la séquence. Dernière question avant la pause? Oui. Si la symptomatologie du patient est assez nette, oui, s'il se plaint vraiment, tu lui demandes un Holter ECG. Mais on peut avoir des extrasystoles chez nous tous ici. Tout le monde peut en avoir, sans que ce ne soit vraiment un problème. Vraiment sans que ce ne soit un problème. C'est comme quand vous démarrez le moteur de votre véhicule, il est au repos, vous sentez qu'il varie un peu de régime. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas rouler? Il va rouler. Est-ce que ça veut dire qu'il est malade? Pas forcément. Donc, les conditions de température, les conditions de la batterie et tout ça peuvent faire qu'il y ait, ou de l'allumage, peuvent faire qu'il y ait une variation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le patient peut avoir une hyponatrémie ou une hypomagnésémie ou une hypercalcémie et donc faire des petites extrasystoles sans vraiment que ce ne soit un problème. Par contre, si vous avez un patient qui est symptomatique et qui a des extrasystoles, moi, je ne demande pas beaucoup d'examens. Bilan thyroïdien, bilan ionique, ça me suffit. Si elles sont nombreuses et qu'il est très symptomatique, Holter ECG. C'est bon? Normalement, ça se corrige assez facilement avec ça. Bon, pause, 10 minutes. Yes.
On va pouvoir reprendre. Alors, pourquoi on parle d'extra-système aujourd'hui?
ventriculaire, atriale, c'est parce que dans les électros, que vous allez avoir à interpréter ou que vous interprétez déjà, vous tombez sans doute sur les extrasystoles. Ça, c'est sûr, tout le monde en a déjà vu. Mais pourquoi on en parle? Parce que tout le monde sait déjà les reconnaître. C'est tout simplement parce que quand la machine électrique cardiaque est en train de fonctionner, tout élément qui vient mettre en grippe ce fonctionnement peut être générateur d'un trouble de rythme dangereux, fatal, dans les pires des cas. Les arythmies supraventriculaires dégénèrent moins vers des troubles de rythme mortels, donc des troubles de rythme qui entraînent des arrêts cardiaques, des morts subites. En revanche, les troubles de rythme ventriculaires, eux, dégénèrent ou peuvent dégénérer vers la mort subite. Et voilà pourquoi diagnostiquer les extrasystoles ventriculaires, c'est bien. Déterminer leur caractère bénin, c'est bien. Déterminer leur caractère malin, c'est encore mieux. Caractère malin dans le sens où elles sont très prédictrices de mort subite. Bon, on va dire qu'il faut que c'est comme la télécommande à la maison. Même chose, ce qu'il faut savoir sur les extrasystoles ventriculaires, c'est que les battements précoces ne viennent pas d'en haut, ils viennent d'ici. Donc, quand nous avons des extrasystoles ventriculaires, elles peuvent provenir du faisceau de His, du muscle cardiaque dans le réseau de Purkinje, à gauche comme à droite, des faisceaux, donc les branches du faisceau de His, la branche gauche, antérieure ou postérieure, la branche droite. Donc, elles peuvent provenir de tout le muscle ventriculaire ainsi que des voies de conduction ventriculaire. Donc, nous sommes à l'étage ventriculaire. Deuxième notion introductrice, c'est que tout ce qui est, et j'en ai parlé tout à l'heure, on avait parfois, enfin, j'ai dit qu'on peut avoir des extrasystoles jonctionnelles là, qui vont dépolariser à la fois les ventricules et les oreillettes, d'accord? Et comme en dépolarisant les oreillettes par voie rétrograde, elles ne suivent pas la voie normale, ces extrasystoles jonctionnelles peuvent apparaître sous forme d'ondes P négatives après le QRS, n'est-ce pas? OK. Donc, il n'est pas rare d'avoir une extrasystole ventriculaire qui naît là, au faisceau de His, qui remonte pour donner un battement atrial. Ah oui. Donc, un gros truc, mais qui donne un battement atrial qui va venir donc après le gros QRS de l'extrasystole ventriculaire. Donc, ça ressemble un peu au jonctionnel parce que c'est normal, c'est pas très loin. Si c'est ici, ça donne des ondes P rétrogrades, mais là aussi, ça peut donner ça, n'est-ce pas? Voilà. Mais ce sera beaucoup plus rétrograde parce que le parcours est encore plus long et ça, c'est une notion à connaître. Hop. Mais ce truc-ci. Tu peux reculer? Recule. Diapo 4. Hein? Merci. Extrasystole ventriculaire. Ah, là, c'est en français. C'est bien. Activité ventriculaire prématurée, hein, toujours prématurée, originaire du myocarde ventriculaire en aval du faisceau de His. Et donc, l'influx dépolarise le muscle ventriculaire de proche en proche et peut remonter par voie rétrograde via le faisceau de His vers le nœud auriculo-ventriculaire et donner donc des ondes P après. C'est ce que je viens de dire. L'extrasystole ventriculaire peut aussi rester bloqué ou, dans d'autres cas, atteindre les oreillettes. Ça c'est dit. La description, une extrasystole ventriculaire a comme caractéristique la largeur du QRS, la précocité du QRS, la présence d'un segment ST opposé au sens de la déflexion principale du QRS. Ça s'appelle la discordance appropriée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une extrasystole ventriculaire,
c'est un battement précoce qui est à côté de l'onde T du QRS précédent, qui n'a pas d'onde P qui le précède. Cet extrasystole ventriculaire est donc large en plus, parce que le QRS est large. Pourquoi? Parce que le battement vient du ventricule et ne suit pas forcément le trajet normal. Et le segment ST de repolarisation et l'onde T sont opposés, diamétralement opposés à la direction de la déflexion principale, donc du QRS. Je le disais tantôt, si l'extrasystole dépolarise les oreillettes, le QRS est suivi d'une onde P rétrograde qui peut être visible ou perdue dans l'onde S. Dans ces cas, l'activation de l'oreillette droite réinitialise et donc va donner la pause extrasystolique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'il y ait une pause extrasystolique, dans ce contexte-ci, l'activation de l'oreillette droite, c'est où se trouve le nœud sinusal, va réinitialiser le nœud sino-auriculaire. Donc, ça remonte, ça l'active, ça redescend. Et donc, quand ça va redescendre au nœud AV, ça va décaler le prochain QRS pour qu'il y ait une pause, en fait, parce que ça crée une petite période réfractaire. Les pauses, on en a parlé tout à l'heure. Et on dit, si l'extrasystole ventriculaire reste bloqué dans la voie rétrograde, quand ça remonte, eh ben, on n'aura pas de pause extrasystolique, on aura ce qu'on appelle une interpolation. Je vais vous montrer ça. Je vais revenir, donc je vous montre un peu l'interpolation et la pause extrasystolique. Donc ça, tout le monde sait. Je vais revenir dessus aussi. Alors, donc, ce que je disais, c'était ceci. Lorsque nous avons un battement normal PQRST, et puis nous avons un gros battement qui s'appelle une extrasystole ventriculaire, un gros battement. Ça, ce sont les ondes T, hein. Il n'y a pas d'onde P, gros battement. Le QRS qui vient après est un peu décalé par rapport à cette distance-là et par rapport aussi à cet espace-là RR. On a vu ça tout à l'heure. OK. À la différence des extrasystoles auriculaires, dans les extrasystoles ventriculaires, on peut avoir des QRS comme ça, extrasystoliques, avec l'espace RR qui ne change pas. Et quand est-ce que l'espace RR change? Donc, quand est-ce qu'il y a un retard? C'est lorsque la dépolarisation ventriculaire fait remonter une déflexion vers les oreillettes et donc ça va bloquer l'activité du nœud auriculo-ventriculaire. Il y aura une pause parce que ça va créer une période réfractaire. Lorsque ça n'arrive pas à monter, eh ben, l'extrasystole tombe comme ça, indépendamment de ce qui se passe au niveau des voies de conduction normales. Et ça va faire un phénomène d'interpolation. Le phénomène d'interpolation, je vais le montrer ici. Mon ami, tu peux avancer, s'il te plaît? Encore? 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 Donc, ici, on a des pauses. Ce n'est pas ça que je cherche. Encore? Passe encore. C'est fini? OK, tu peux revenir au début. Bon, je n'ai pas mis ça. Mais je vais vous montrer ça juste quand je vais finir. Je vais retrouver ça là-bas. Diapo 5, hein? Je vais jusqu'au diapo 5. 5. OK, reste là. Merci. OK, donc je parlais du fait que l'extrasystole va entraîner une pause dans la majorité des cas, mais dans certains cas, ça n'entraîne pas de pause. Donc, on a un complexe QRS, extrasystole complexe QRS, pas de repos compensateur. On voit ça avec les extrasystoles ventriculaires, ça existe. Nous disons que ces extrasystoles sont interpolées. Quand il n'y a pas de repos compensateur, le caractère dangereux
est attribué à l'extrasystole parce que ça fait en sorte que le couplage est court. Donc, si tu as une extrasystole ventriculaire qui n'entraîne pas de pause et une qui entraîne une pause, celle qui n'entraîne pas de pause est plus dangereuse que celle qui induit une pause. Quand ça induit une pause, c'est un phénomène plus normal que quand ça n'induit pas de pause. Alors, les caractéristiques d'une extrasystole ventriculaire, l'amplitude très ample, la largeur. Quand on dit qu'une extrasystole est ventriculaire, généralement, lorsque la durée du QRS dépasse 120 millisecondes, la durée qui dépasse 120 millisecondes sur un ECG, on vous a dit que normalement, le QRS ne dépasse pas 120 millisecondes. Quand ça dépasse 120 millisecondes, on dit que le QRS est large. Et quand il est large, on cherche s'il est large de type bloc de branche gauche ou de type bloc de branche droit. D'accord? Bon, vous n'avez pas encore parlé des blocs, on en parlera. L'extrasystole ventriculaire entraîne plutôt un complexe très large. Donc, il n'y a même pas photo. Autant dans l'extrasystole supraventriculaire, les QRS se ressemblent, autant dans l'extrasystole ventriculaire, ça ne peut pas se ressembler. C'est beaucoup plus large en termes de durée, beaucoup plus ample en termes de hauteur. On ne peut pas passer à côté. La morphologie, on peut avoir un patient qui a une extrasystole ventriculaire sur un tracé, plusieurs en fait qui sont de même morphologie. On dit qu'elles sont monomorphes et on peut avoir un patient sur le même tracé qui a plusieurs extrasystoles ventriculaires, mais de morphologies différentes. À l'instar des extrasystoles auriculaires, plusieurs morphologies indiquent plusieurs foyers. D'accord? Plusieurs morphologies indiquent plusieurs foyers. Et plusieurs foyers indiquent risque plus élevé de troubles de rythme ventriculaire. Donc, on dira par exemple que le patient a des extrasystoles, j'en ai vu par exemple 3 sur son tracé, et ces extrasystoles sont ventriculaires et elles sont monomorphes, ou je dirais, j'ai vu 3 extrasystoles, elles sont de 2 morphologies différentes. C'est pratiquement les mêmes caractéristiques que pour les extrasystoles supraventriculaires. Un autre paramètre de définition des extrasystoles ventriculaires, c'est leur orientation par rapport à la dérivation V1. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, est-ce que pour les extrasystoles supraventriculaires, il y a une dérivation préférentielle? Je vous avais dit non, mais j'ai dit que sur les extrasystoles ventriculaires, il y aura des dérivations qui permettent de les définir. Donc, quand on a une extrasystole ventriculaire, on regarde si ça apparaît sur V1. Lorsque l'extrasystole apparaît sur V1 et qu'elle est positive, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de la ligne de base, on sait qu'elle vient du ventricule gauche. Lorsque l'extrasystole est négative majoritairement en V1, on sait que cette extrasystole vient du ventricule droit. OK? Comment on sait? Tout ce qui est en V1, V1 est une dérivation droite. D'accord? Dérivation droite. Le ventricule gauche est là. Le ventricule droit est là. V1 regarde le ventricule droit. Toute dépolarisation qui est positive en V1, c'est une dépolarisation que V1 voit venir. D'accord? Vous suivez? Donc, V1 étant à droite, tout ce qui est positif en V1, c'est ce qui vient de la gauche. Ensuite, inversement, V1 étant à droite, tout ce qui s'éloigne de V1, d'accord, sera négatif. Donc, si une extrasystole vient de la droite du ventricule droit, sur V1, cette extrasystole sera négative. Ça, c'est vraiment le principe du tracé ECG. J'en avais parlé le premier jour, non? Oui? Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je disais ceci le premier jour. Je disais, quand nous mettons plusieurs électrodes autour du cœur, c'est parce qu'on regarde le cœur différemment. Quand je regarde le docteur qui est en face de moi, je vois comment il est, je vois que sur son t-shirt, il y a une marque à la région pectorale gauche. Mon collègue qui est derrière lui le voit, il voit par derrière, mais il ne voit pas la marque qui est devant. D'accord? La dame, la collègue qui est ici,
Elle le voit, elle sait qu'elle voit, l'autre ne le voit pas. Et ainsi de suite. Maintenant, chaque dérivation traduit sur l'électrocardiogramme le vecteur commun de dépolarisation. Le vecteur commun de dépolarisation, c'est quoi? Le nœud auriculo-ventriculaire, étage droit supérieur, la dépolarisation va comme ça. C'est pour ça que sur vos ECG, V1 est toujours majoritairement négatif, parce qu'on va de la droite vers l'apex. Et c'est pour ça que sur vos ECG, V6 qui est là, vers l'apex, est toujours positif. Vous suivez, hein? OK. Donc, comme le vecteur de dépolarisation va à gauche, c'est pour ça que vous avez parlé de l'axe du QRS avec le docteur David Gondele. C'est de ça qu'il s'agissait en fait. Il vous dit l'axe de QRS dépend du vecteur commun de dépolarisation. Si le vecteur normal est orienté entre D1 et AVF, donc compris entre 90 et 0, d'accord? Entre 90 et 0, si nous avons une augmentation du volume du ventricule droit, le vecteur principal dévie un peu comme ça, OK? Comme on le voit dans les blocs de branches à droite. Et quand il dévie, l'axe du QRS n'est plus compris entre 0 et 90, entre 90 et, moins 90 et 0. 0 et 90, pardon, l'axe dévie à droite. D'accord? Il devient à 120, d'accord? 130. OK? Lorsque vraiment le ventricule droit domine le ventricule gauche, comme on voit dans les grosses embolies pulmonaires, l'axe du QRS est comme ça. On dit que l'axe du QRS est dans le no man's land. Okay? Il est hyper droit. D'accord? Tout le monde suit, hein? Quand le patient a un bloc de branche gauche, l'axe du QRS est plutôt hyper gauche. Donc, quand vous déterminez l'axe sur le tracé ECG, ce n'est pas pour une routine. C'est pour savoir quelle est la dominance de muscle cardiaque ventriculaire. Ça sert à ça, en fait. Si quelqu'un me dit que l'axe est hyper droit, je sais qu'il y a un problème. On le voit chez les enfants qui ont des cardiopathies congénitales ou chez les enfants qui ont des hypertrophies ventriculaires droites, l'axe est droit. Mais chez un adulte comme vous et moi avec un axe hyper droit, okay, je vais d'abord chercher une hypertension pulmonaire. Donc, juste la détermination de l'axe, qui a semblé assez banal et tout, mais ça a des conséquences et des répercussions sur le plan clinique. Donc, ceci étant dit, extrasystole ventriculaire, je regarde, est-ce que ça apparaît sur V1? Si ça apparaît sur V1 et que c'est positif, c'est-à-dire que ça vient de la gauche vers la droite. Donc, ça vient du ventricule gauche, parce que ce sont des extrasystoles ventriculaires. Si en revanche, c'est négatif, en V1, ça veut dire que ça quitte le ventricule droit et ça va vers le ventricule gauche. OK? Et c'est une extrasystole qui vient donc du ventricule droit. Et ce sera négatif en V1. Là, tout le monde a compris, hein? OK. Alors, l'axe des extrasystoles s'évalue dans le plan frontal. Le plan frontal, c'est généralement la dérivation D3 qu'on utilise. Hein? Donc, une extrasystole, non, en fait, ce n'est pas l'axe de tout le QRS que vous avez vu, mais c'est l'axe seulement de QRS de l'extrasystole. Vous n'avez pas besoin de me dire j'ai une extrasystole ventriculaire provenant du ventricule droit, d'accord, et dont l'axe est hyper gauche. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'attends de vous que vous puissiez juste me dire que c'est une extrasystole ventriculaire et cette extrasystole ventriculaire provient probablement du ventricule droit. L'axe, vous nous laissez ça. Hein? J'en parle à titre indicatif. Sinon, ça va vous embrouiller dans l'interprétation du tracé. Alors, de la même manière, les extrasystoles ventriculaires
ont une fréquence d'apparition. Donc, elles peuvent être sporadiques, isolées, ou elles peuvent être fréquentes. Elles peuvent être répétitives, donc en séquence, déterminant un bigéminisme, un trigéminisme, ou elles peuvent être en salve, comme on a vu pour les extrasystoles supraventriculaires, et donc elles vont déterminer une tachycardie ventriculaire non soutenue. Extrasystole isolée, extrasystole en séquence, extrasystole en salve. Alors, pour les extrasystoles ventriculaires, on parle en plus du couplage. Le couplage, on l'appelait aussi à l'époque l'index de prématurité. L'index de prématurité, c'est dire si une extrasystole arrive trop vite. Donc, trop vite, ça veut dire trop proche du battement normal qui l'a précédé. D'accord? Trop proche du battement précoce, du battement normal qui l'a précédé. Alors, si une extrasystole est très précoce, elle va tomber sur l'onde de T. C'est logique, non? N'est-ce pas? PQRST, extrasystole. Cette extrasystole, normalement, elle vient après l'onde T. Mais si elle est très précoce, elle va tomber sur l'onde T. Tout le monde suit? OK. Maintenant, l'onde de T, lorsqu'on vous a parlé de l'ECG en deuxième séance, on vous a certainement dit que l'onde de T a une phase ascendante un peu abrupte et une phase descendante qui est moins abrupte, en fait, qui est plus prolongée. On en a parlé, n'est-ce pas? Sur la phase ascendante de l'onde de T, donc le début de la repolarisation, tout est OK. Quand on descend, juste après la courbure, donc au début de la descente, il existe une zone qui s'appelle zone de vulnérabilité. Cette zone de vulnérabilité, c'est une zone où les courants ioniques sont un peu fous dans le cadre de la reconstitution du potentiel membranaire de repos des ventricules. D'accord? Si une extrasystole ventriculaire qui est très précoce, donc tombe juste au début de la phase descendante de l'onde T, ça va déterminer ce qu'on appelle un phénomène R sur T. Si ça tombe sur cette phase de vulnérabilité, l'extrasystole ventriculaire induit directement une fibrillation ventriculaire et donc une mort subite. Les patients qui ont des extrasystoles ventriculaires, quand nous évaluons les critères de gravité, et on en parlera tout à l'heure, nous faisons très attention au couplage, donc au phénomène R sur T. Une extrasystole qui a un couplage long est de bon pronostic. C'est quoi un couplage long? C'est lorsqu'on fait RR, donc R extrasystole, R complexe normal, divisé par QT supérieur à 1. Ce couplage, plus il est supérieur à 1, il est long, tout le monde est content. Quand il est inférieur à 1, et qui plus est inférieur à 0,85, le patient est à risque de mort subite. Couplage variable, je montrerai ça, je pense, dans les diapositives qui vont suivre. Donc ça, je voulais juste montrer le RR et le QT. Et ça, on vous a déjà parlé de ça. Ça aussi, pas besoin. J'ai quand même mis une diapositive en anglais. Alors, les extrasystoles bénignes. On sait ce que c'est qu'une extrasystole ventriculaire. Maintenant, on va dire si elle est dangereuse ou pas. Celles qui sont bénignes, on commence par les extrasystoles infundibulaires. C'est quoi l'infundibulum dans le cœur? Qui connaît? C'est de l'anatomie, hein, ça. Magnifique. Ça vient de la chambre de chasse du ventricule droit où ça bouche l'artère pulmonaire. Ça s'appelle l'infundibulum pulmonaire. Et donc, il y a des extrasystoles qui naissent de cet endroit-là. Ces extrasystoles infundibulaires, on les appelle aussi les extrasystoles de Rosenbaum. Elles arrivent généralement chez des patients qui ont des cardiopathies sous-jacentes. Plutôt, en l'absence des cardiopathies sous-jacentes, elles sont bénignes. Comment on les caractérise?
j'ai un patient qui a une grosse extrasystole, mais dont la durée ne dépasse pas 120 millisecondes. Généralement, ils sont entre 100 et 120. Elles sont monomorphes, elles n'ont pas de crochetage, grande amplitude, retard gauche. Retard gauche, ça veut dire que ça vient du ventricule droit. Et donc, ça veut dire qu'en V1, c'est comment? C'est négatif. L'axe droit ou vertical, je vous épargne l'axe. Le couplage, on s'en fout. Et puis, elles ont parfois en D1 la présence d'une petite onde S. Elles se présentent comme ça. Les ESF infundibulaires, on les voit chez les personnes jeunes. Ces personnes ont un cœur sain dans la plupart des cas. Eh bien, en D1, le QRS est négatif. En V1, je voulais dire QRS négatif. Il est positif en V6. Il ne dépasse pas en termes de durée 120 millisecondes. Il n'a pas de crochetage. Okay? On peut avoir une petite onde S dans les dérivations inférieures et donc il est de type retard gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un patient qui a des extrasystoles ventriculaires qui sont positives en V6, qui sont négatives en V1, d'accord, qui ne dépassent pas 120 millisecondes, qui ont souvent la même morphologie, même s'il en fait 1000, je sais qu'elles sont bénignes. Et donc, je ne les soigne pas. D'accord? C'est important. Moi, je mets cette notion pour ceux qui aiment beaucoup être interventionnistes, pour qu'ils sachent qu'il y a des trucs qu'on ne soigne pas. On les laisse tranquilles. Ça se présente un peu comme ça. Donc, ce patient, un peu la folie là, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver, avec des QRS qui sont fins. Ici, c'est un patient qui, de base, ne semble pas être en rythme sinusal parce qu'il a une activité atriale bizarre, mais au moins, on sait voir qu'il a des extrasystoles ventriculaires. Donc, elles sont profondes, elles sont minces. Le segment ST et l'ONT opposé au QRS, elles sont positives en V6. Et donc, elles viennent du ventricule droit, généralement sur cœur sain. Comment on sait que c'est cœur sain? C'est parce qu'on fait une échographie. On trouve que l'échographie est normale. Les particularités, pour être sûr que ce sont des extrasystoles infundibulaires bénignes, qu'est-ce que nous on fait? On leur demande de faire un test d'effort, on leur demande de pédaler. Donc, au repos, il a plein d'extrasystoles sur son ECG. Vous le mettez sur un test d'effort, monitoré, tout disparaît. Et donc, on les soigne avec les bêta-bloquants. On leur donne un petit bêta-bloquant et tout se termine comme si de rien n'était. À côté de ces extrasystoles, il y a les extrasystoles fasciculaires. Pourquoi on les appelle fasciculaires? C'est parce qu'elles naissent d'un faisceau du segment de His. Donc, elles viennent de l'hémibranche du faisceau de His, c'est la branche gauche. Leur morphologie, elles sont aussi fines, souvent monomorphes. L'axe est hyper-gauche. Axe hyper-gauche, c'est-à-dire que l'axe est entre moins 90, 90 et 120 plutôt. Voilà, entre 90 et 120. Retard droit. Retard droit, ça veut dire que ça provient du ventricule gauche et ça vient vers le ventricule droit. Donc, c'est-à-dire qu'en V1, ces extrasystoles-là sont positives. D'accord? Donc, en V1, elles sont positives. En D3, elles sont hyper gauche. Très, très positives. Donc, négatives en D3. Elles sont aussi minces. La différence entre les extrasystoles fasciculaires et les extrasystoles infundibulaires réside juste dans leur apparence. Positive en V1 égale extrasystole fasciculaire, négative en V1 égale extrasystole infundibulaire. Elles aussi, elles ne sont pas très méchantes. Elles sont d'ailleurs gentilles. Retard droit. Et puis négative là. Quelles sont leurs particularités? Elles peuvent donner des tachycardies ventriculaires. Elles répondent moins bien aux bêta-bloquants.
elles sont sensibles plutôt à l'isoptine. Vous avez déjà prescrit l'isoptine? Non? Pas encore? OK. Moi, je prescris souvent ça comme antihypertenseur. C'est un inhibiteur calcique, non? C'est un anti-arythmique de classe 4, mais c'est aussi un inhibiteur calcique, donc un antihypertenseur. N'est-ce pas? Bon, c'est comme les bêta-bloquants, non? Ce sont des anti-arythmiques de classe 2, mais c'est aussi des antihypertenseurs. Donc, ça, c'est des trucs simples, c'est-à-dire que pour les extrasystoles, dès que vous définissez leur caractère non dangereux, ne vous empressez pas de mettre des médicaments. Hein. Vous pouvez mettre des bêta-bloquants de principe, mais sinon, pas besoin, ça ne tue personne. Même si le patient passe en tachycardie ventriculaire, généralement, ils sont jeunes, ça va se résoudre avec un traitement antiarythmique, mais vraiment, on les laisse tranquilles. Le risque, c'est que quand il y en a beaucoup, ça dilate le ventricule gauche, donc le patient va développer une cardiomyopathie rythmique. À ce moment-là, ça peut être dangereux, mais sinon, stricto sensu, ce n'est pas des troubles de rythme qui sont mortels. En revanche, les extrasystoles ayant un caractère malin, sont celles qui méritent vraiment un traitement médical lourd et rigide. Quels sont les critères de malignité d'une extrasystole? Vous avez un tracé où un patient a beaucoup d'extrasystoles, mais chaque extrasystole a une morphologie différente. Donc, le fait d'avoir plusieurs morphologies montre qu'il y a un danger. Le fait d'avoir un couplage court, c'est-à-dire que l'extrasystole arrive très tôt sur l'onde P, avec un rapport RR sur QT inférieur à 1, ou mieux inférieur à 0,85, ça montre que c'est dangereux. Phénomène R sur T, c'est que l'extrasystole tombe à la pointe de l'onde T. Ces extrasystoles, quand on met le patient sur un vélo ou un tapis pour faire un test d'effort, elles se majorent. Donc, le patient au repos a des rares extrasystoles. Quand il fait un effort, il en a 1000. Vous comprenez qu'il est proche de la mort. Le terrain, ces genres d'extrasystoles n'arrivent pas sur un cœur sain. Ce sont des extrasystoles qui arrivent généralement chez des patients qui ont fait des infarctus. C'est vraiment l'une des premières causes de mort subite, mais aussi chez des patients qui ont des dysplasies arythmogènes du VD, chez des patients qui ont un syndrome de Brugada ou chez des patients qui ont des cardiopathies congénitales. Donc, ce sont des extrasystoles qui ne sont pas fines, mais qui ont souvent des crochetages au niveau de leurs extrémités. Et enfin, ce sont des extrasystoles qui sont complexes lorsqu'on utilise la classification de Lone. Je vous épargne ça, même si ça apparaît ici. La classification de Lone, c'est juste à titre indicatif. On compte les extrasystoles en fonction des heures. On dit qu'une extrasystole est sévère lorsqu'elle est Lone 3, 4 ou 5. C'est quoi Lone 0? Le patient n'a pas d'extrasystole. Lone 1, il a moins de 30 extrasystoles sur un enregistrement de 4 heures. Lone 2, il a des extrasystoles fréquentes supérieures à 3 par heure ou supérieures à 30 en 6 heures. Là encore, c'est banal. Lone 3, il a des extrasystoles, mais qui ont plusieurs morphologies. Lone 4, c'est quand commencent à apparaître les doublés et les séquences en bi-trigéminisme. Et enfin, l'onde 5, c'est les plus dangereuses quand l'extrasystole tombe sur l'onde T. Merci. Alors, c'est quoi le phénomène R sur T? Le phénomène R sur T, c'est la survenue d'une extrasystole qui est en fait une grande onde d'air sur la période vulnérable du potentiel d'action sommet de l'onde T du complexe précédent. Cette extrasystole, au cours de cette période très brève de 10 millisecondes, expose au rythme de tachycardie ventriculaire ou de fibrillation ventriculaire, et ce d'autant plus que le patient est sur un terrain d'hypocalémie ou d'ischémie myocardique. On observe souvent ce phénomène chez des patients qui ont un QT long. Le QT long, c'est quoi? C'est l'intervalle entre le début du QRS et la fin de l'onde T. Plus c'est long, plus l'extrasystole
a tendance à tomber au sommet de l'onde T. OK? Et vous verrez que pour ceux qui font pédiatrie, on recherche activement le syndrome du quitélan congénital chez les enfants, n'est-ce pas? Chez les adultes, quand on était en période de COVID et qu'on utilisait des médicaments qui allongent la durée du QT, on demandait un ECG avant de donner ces médicaments-là. On sait par exemple que l'azithromycine allonge le QT. Donc, pour que ce ne soit pas très long, on fait un ECG. Plus le QT est long, plus le patient est à risque, s'il fait une extrasystole, que celle-ci tombe sur le sommet de l'onde T plutôt que sur la partie terminale de l'onde T. Vous comprenez la nuance, non? Supposons que l'extrasystole doit tomber ici. Là. Et que notre QT se limite là. Donc, nous avons la fin de l'onde T là, le début du QRS au bout. Notre extrasystole doit tomber ici. Si elle tombe ici, il n'y a pas de problème. Si le QT s'allonge, c'est-à-dire qu'au lieu que notre T s'arrête là, on arrive jusqu'ici. Notre extrasystole qui devait tomber loin de la fin de T va tomber sur l'onde T. D'accord? Si ça s'allonge davantage et que le QT vient jusque-là, notre extrasystole qui tombe ici tombe au sommet du QT, à la période vulnérable. Et donc, le patient dégénère en trouble de rythme. Vous comprenez, non? Quand on dit allongement du QT, c'est juste que ça majore le risque d'avoir un phénomène R sur T lorsque survient une extrasystole. De manière individuelle, le QT long entraîne des troubles de rythme, à lui seul. Ça entraîne un trouble de rythme de type torsade de pointe, mais de manière associée à une extrasystole ventriculaire, ça favorise le passage en tachycardie ventriculaire soutenue et donc en mort subite. Et c'est à peu près ça. Nous avons notre extrasystole qui tombe juste au sommet de l'onde T. Ça va s'appeler phénomène R sur T. Et c'est dangereux pour nos patients. Mon ami, tu peux passer. J'ai l'impression que c'est la femme qui est la plus heureuse. Il ne veut pas changer. OK. OK. Bon, anyway. Donc, pour résumer ce que je disais tout à l'heure, lorsque nous parlons d'extrasystolie, lors de l'analyse d'un électrocardiogramme, nous déterminons l'origine ou la provenance de l'extrasystole. Si la provenance est ventriculaire, la présentation sur le tracé sera celle d'un complexe ventriculaire. Le complexe ventriculaire, c'est un complexe QRS. Et ce complexe ventriculaire qui naît du ventricule sans provenir du nez AV, d'accord, aura tendance à être plus large que le QRS normal. Première chose. Deuxième chose, ce complexe aura comme présentation morphologique une amplitude plus haute, une durée plus prolongée et une discordance appropriée. C'est quoi la discordance appropriée? C'est-à-dire que si le QRS est positif, le ST sera négatif. Si le QRS est négatif, le ST sera positif. D'accord? C'est ça la discordance appropriée. Et donc, on saura que c'est une extrasystole ventriculaire aussi parce qu'elle n'est pas précédée d'une onde P. D'accord? Mais dans quelques cas, elle peut être suivie d'une onde P et à ce moment-là, accompagnée d'un repos post-extrasystolique. Ayant défini l'extrasystole, on va savoir si elle est bénigne ou maligne. Les extrasystoles bénignes sont des extrasystoles normalement en termes de durée qui ne dépassent pas 120 millisecondes. Si
cette extrasystole qui ne dépasse pas 120 millisecondes en V1 est positive, c'est une extrasystole qui vient de la gauche, donc qui est fasciculaire. Et si en V1, elle est négative, donc elle vient de la droite, elle est infundibulaire, elle vient de l'infundibulum du ventricule droit. Cette extrasystole, en dehors de ces caractéristiques que je viens d'énumérer, on doit pouvoir en déterminer la fréquence, c'est-à-dire est-ce qu'elle est séquentielle, bigéminisme, trigéminisme, ou est-ce qu'elle est isolée. Cette extrasystole ventriculaire, on peut voir aussi si elle est en salve. On parle de salve quand il y a plus de 4 extrasystoles qui se suivent. À ce moment-là, ça va s'appeler une tachycardie ventriculaire non soutenue. Et enfin, cette extrasystole, on va lui rechercher des critères de bénignité et des critères de malignité. Les critères de bénignité, c'est la minceur, c'est la disparition à l'effort, c'est l'absence de crochetage sur le sommet de l'onde R. Les critères de malignité, c'est le couplage court, c'est l'association avec un QT long, c'est le phénomène R sur T, c'est l'augmentation du nombre d'extrasystoles à l'effort, d'accord? Et enfin, c'est la présence d'une cardiopathie sous-jacente. Lorsque nous avons des extrasystoles bénignes, on peut les laisser tranquilles sans leur mettre un traitement, sauf lorsqu'elles sont très nombreuses et donc font courir à cette personne jeune qui a un cœur normal le risque d'évoluer vers une cardiopathie rythmique. OK? Le traitement sera soit un bêta-bloqueur lorsqu'il s'agit d'extrasystoles qui viennent de l'infundibulum du ventricule droit, donc les infundibulaires, c'est-à-dire des extrasystoles qui sont négatives en V1, ou alors un antiarythmique de classe 4, lorsque ce sont des extrasystoles qui viennent du ventricule droit, notamment de la branche gauche du faisceau de His, extrasystole fasciculaire. Lorsque maintenant nos extrasystoles ont un caractère malin, qu'est-ce que nous faisons? Sur le plan de la prise en charge, on élimine tous les facteurs qui peuvent justifier la malignité, notamment un patient qui a une hypocalcémie, il aura un QT qui s'allonge et donc un couplage court et donc un risque de phénomène R sur T. Un patient qui a une hypokaliémie, il aura un QT qui s'allonge et donc un phénomène R sur T potentiel. Donc, nous allons demander un ionogramme pour corriger la chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Un patient qui a une cardiopathie ischémique, qui a beaucoup d'extrasystoles, donc plusieurs morphologies et en nombre important, on va l'envoyer dans un cath lab pour qu'on lui fasse une révascularisation avec un stenting ou alors chez le chirurgien cardiaque pour qu'on lui fasse un pontage. Sinon, il mourra de mort subite. Et enfin, un patient qui fait des extrasystoles ventriculaires parce qu'il a une cardiopathie X congénitale, on va l'envoyer pour se faire opérer. Est-ce que vous avez des questions? Oui, docteur. Mhm. Mhm. OK. Très belle question. Pour répondre à ta première question, les extrasystoles donnent un QRS large. Le QRS dépasse 120. En fait, plus le QRS est large, plus ces extrasystoles sont dangereuses. Quand tu as une extrasystole dont le QRS est inférieur à 120, comme on a vu dans les fasciculaires, comme on a vu dans les infundibulaires, c'est parce que la conduction rétrograde passe en contre-courant, mais par les voies normales. Quand on dit extrasystole fasciculaire, c'est sur le faisceau de His. D'accord? Et donc, le QRS sera plus large
que le QRS normal, mais pas très large, parce que ça va quand même prendre la voie normale. Et les extrasystoles bénignes, même les extrasystoles infundibulaires, suivent le même chemin. C'est-à-dire que l'infundibulum du ventricule droit n'est pas très loin de la branche droite du faisceau de His. Et donc, ça suit cette voie-là. Et donc, le QRS est fin. Mais il est plus large que le QRS normal du patient. Alors que si ça tombe sur la pointe du ventricule gauche, par exemple, pourquoi sur la pointe? Parce que le patient a eu à faire un infarctus de l'apex. À ce moment-là, il arrive il y a un fantôme. Et il ne veut pas se taire, le fantôme. Il s'est tué. Donc, maintenant, ça c'est pour répondre à ta question. S'il vient de l'apex, il ne suit pas le trajet normal. Et donc, il sera très large. Pourquoi ils sont larges, en fait, les QRS? C'est juste la durée entre l'endroit d'où il vient et l'endroit où il est capté. Plus la durée est longue, plus le QRS est large. D'accord? La durée est longue lorsqu'on ne suit pas la bonne route. C'est bon? OK. Maintenant, la question suivante, c'est celle de savoir, est-ce qu'on ne craint pas qu'en faisant un test d'effort à quelqu'un qui a des extrasystoles, que ça se majore et qu'il fasse une mort subite sur le vélo? C'est une très belle question. C'est un risque à prendre. C'est pour ça que les épreuves d'effort sont faites par des professionnels. C'est un risque à prendre. C'est d'autant plus important que la personne est jeune et que la personne a des symptômes. Des cas simples. Peut-être que vous avez eu des patients comme ça en consultation. On vous dit, il était en train de jouer au football, pof, il s'est retrouvé par terre. Il a perdu connaissance. On a vu ça à la Coupe d'Europe avec le joueur Eriksen du Danemark. Il a fait un arrêt cardiaque, une mort subite sur terrain. C'est survenu à l'effort. D'accord? Quand ça survient à l'effort, il vaut mieux que ça survienne à l'effort au cabinet du docteur. Vous ne pensez pas? Comme ça, le docteur a tout pour gérer cette affaire. J'ai un patient qui me dit qu'il est footballeur. OK? Je fais son électro au repos, il a des extrasystoles. Je dois signer une attestation disant qu'il n'a pas de contre-indication au sport. Qu'est-ce que je fais? Mais je le mets dans les conditions du réel. D'accord? Forte charge. On voit sa capacité fonctionnelle, on voit si ces extrasystoles disparaissent ou c'est majeur à l'effort. Si elles disparaissent, je signe mon document. Je dis, il peut aller jouer. Si elles se majorent, je dis, pas question. Je dis, il faut qu'on fasse une IRM cardiaque pour rechercher s'il n'y a pas de cicatrices, d'infarctus ou des myocardites, ainsi de suite. Donc, c'est obligatoire pour un médecin cardiologue d'explorer justement ces genres d'extrasystoles-là. Sauf s'il a peur. Mais normalement, on le fait. Sinon, comment on va dire au patient qui est en train de courir, qui est tombé, et c'est son sport, et il vit de ça, tu lui dis que tu es tombé, mais ce n'est pas lié au cœur. Si tu ne fais pas ces explorations-là, ce n'est pas possible. Et donc, celui-là qui est tombé là en Coupe d'Europe, lui, il est tombé, il a fait une mort subite, OK, on l'a réanimé, on l'a intubé là-bas, on l'a emmené dans un centre hospitalier, on lui a fait une coronarographie, on a vu qu'il n'a pas de cicatrice d'infarctus, il fait donc une mort subite comme ça sur cœur sain. C'est pour ça qu'il rejoue au football. Pourquoi il rejoue au football? Parce qu'on lui met un défibrillateur. On programme le défibrillateur, il est jeune, il a la trentaine, donc on dit défibrillateur, trouble de rythme supérieur à 200, tu choques. Parce que quand ils jouent au football, vous en faites pas, ces gens-là ne montent pas à 200. Au repos, ils battent à 40. Tellement ils sont sportifs, donc il y a une exaltation du système parasympathique, ils sont lents au repos. Et quand ils jouent au football, là, vous les voyez courir dans tous les sens, ils ne dépassent pas 150. Je me suis essayé l'autre fois à la salle de sport.
sur un tapis. C'était spectaculaire. Je battais à 170. Je n'avais même pas encore fait 45 secondes là. Manque d'entraînement. Oui. C'est pour vous dire que, voilà, quand vous avez un patient qui a une extrasystole ventriculaire, c'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Ça peut être le signe d'une maladie cardiaque qui existe. Donc, il doit faire une échographie cardiaque. Ça peut être le signe d'une pathologie qui dispose à un trouble de rythme. Donc, on va faire son ionogramme. D'accord? Et enfin, on va déterminer le caractère bénin ou malin de la chose. Si c'est un jeune, il va aller courir, il fait l'effort. Si c'est un vieux qui ne peut pas faire ça à l'effort, on lui fait une échographie de stress. Donc, on lui met de la dobutamine et de l'atropine, on l'accélère jusqu'à 200. On voit comment ça se passe en fonction de ce qu'on cherche. Mais dans tous les cas, vous avez une extrasystole ventriculaire, la personne est jeune, c'est fin, ça vient du ventricule droit, c'est infundibulaire, tu as ausculté, il n'y a pas de souffle, tu le laisses tranquille. Il te dit, docteur, j'ai beaucoup de palpitations, tu lui mets un petit bêta-bloquant. Allez, athénolol 25 mg, par exemple. D'accord? Extrasystole, mais c'est plutôt une extrasystole fasciculaire. Donc, à ce moment-là, tu lui dis, bon, okay, on ne soigne pas, on va voir. Et puis après, docteur, je suis vraiment mal à l'aise. Tu sais que c'est bénin. Tu lui mets du verapamil pendant un mois et puis tu arrêtes. D'accord? Dès que tu as une suspicion des caractères malins de l'extrasystole, largeur du QRS, crochetage du QRS, le patient a aussi une insuffisance cardiaque, enfin, il est essoufflé, il a une séquelle de nécrose, tu me l'envoies. Bah oui. Au moins, je ferai de la cardiologie, n'est-ce pas? OK. Une autre question? Oui, docteur. Ouais, il faut que je vous montre ça sur un tracé, ce sera mieux. Heureusement, je n'ai pas ça ici. Je ne me suis pas permis d'emmener mon ordinateur, mais je vais revenir. Est-ce que je peux dessiner? Je n'ai pas ça ici, en fait, en image sur le flash. Mais en fait, je vais expliquer avec les illustrations simples. Alors, je Maintenant, moi, je suis l'extrasystole. Moi, l'extrasystole ventriculaire. J'arrive, je tombe ici. Okay? Je suis ici. PQRST, PQRST, PQRST. Il est très oui, j'arrive là. Je parle de couplage. J'ai dit le couplage, c'est le rapport. Vous avez quoi? RR sur QT. Donc le RR, c'est le R. Et moi, et ça c'est seulement circulaire. C'est le QT. Le QT, c'est lui, de son QRS jusqu'à son T. D'accord? Voilà. Donc, moi, je suis R, son sommet est là. Moi, je suis à côté. Moi, l'extrasystole, lui, R. Son QT, c'est ici. Juste ici. Et son T est tout dessus. Donc, je fais le rapport entre R, lui et moi, et celui. Tout ce rapport est inférieur à 1. R, moi et lui.
Donc, je recommence. Puis, c'est QRST. Puis, c'est QRST. Moi, je suis là. Je suis extrasystole. À la gauche, il y a le P. À ma gauche, il y a le T. D'accord? On peut comprendre le couplage. D'accord? Et pour le couplage, on dit, c'est moi, extrasystole R, plus le R qui a sur ce complexe PQRST, il est là. D'accord? Je n'ai pas dit QRS, j'ai dit R, le sommet de R. Donc, moi et le R, distance, divisé par Q et le T. D'accord? Si cette distance est supérieure à 1, le couplage est non. Le risque de faire un phénomène R sur T est petit. Mais si ce rapport est inférieur à 1, d'ailleurs, s'il est inférieur à 0,5, le risque est beaucoup plus élevé. OK? On comprend? Maintenant, j'en profite pour parler des extrasystoles interpolées. Les extrasystoles interpolées, c'est comment? Battement normal et les extrasystoles. D'accord? On a dit diapose pourquoi? Diapose parce que, d'accord, tout le monde a compris, ça bloque le DAB et puis ça dégage. D'accord? Ok. Normalement, c'est comme ça. Extrasystole interpolée. Battement normal, extrasystole, battement normal. S'il y avait battement normal, pourquoi il tombe? L'information n'est pas arrivée aux oreillettes que quelqu'un est arrivé là. D'accord? Donc, les extrasystoles interpolées sont plus dangereuses parce qu'elles se font sans que l'étage auriculaire ne soit au courant de ce qui se passe. On comprend ce qui est interpolé là. Interpolé, voilà. Aux extrasystolés, puis on reprend les cycles après. D'accord? Moins dangereux, plus dangereux. On a compris. Une autre question? Jonctionnel. Si. Grosse confusion. OK. Oui. OK. Très bien. Ça va te donner une confusion, effectivement, parce que dans les deux cas, il y a une remontée, donc une conduction rétrograde. Et si cette conduction rétrograde est plus lente que la conduction normale, eh bien, les ondes P vont venir après les QRS. D'accord? Mais la différence, c'est laquelle? C'est que dans les extrasystoles jonctionnelles, ce qui suit est petit. C'est comme le battement normal. Tu comprends, non? Donc, le complexe QRS qui va suivre ou qui précède l'extrasystole jonctionnelle que tu ne vois pas là, il est normal comme le complexe QRS habituel. Toi, tu vas savoir que c'est une extrasystole juste parce qu'il est prématuré. Il est précoce. Ou parce que tu vas revoir une petite onde de P rétrograde. Mais sinon, c'est la même chose. Alors que quand c'est ventriculaire, le QRS est à la fois large et à la fois très ample. Tu ne peux pas te tromper. D'accord? S'agissant de ce que je viens de vous dire,
vous êtes dans substance grise, quand je serai chez moi, je vais mettre ça dans le groupe. D'accord? Je vais vous envoyer ces diapos-là où vous avez les couplages, OK? Comme ça, et le phénomène est R sur T pour que vous le voyez bien. Une autre question? C'est bon? C'est clair? Monsieur Mango, je te rends le... Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je réponds au nom de Kafou Jérémy. Je suis porte-parole et secrétaire général de l'ASBL Substance Grise. Alors, nous voudrons déjà vous dire merci de votre présence. Et vous avez remarqué que, bon, permettez de voir un peu mon visage. Hein. Oui, mais nous sommes en train de garder toujours le geste barrière. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez remarqué, vous avez vu qu'aujourd'hui, le formateur était déjà bien avant. Et vous voyez que c'est une manière pour nous de nous racheter par rapport à différents tumultes qu'il y a eu. Merci beaucoup, formateur, pour tout. Alors, nous allons rappeler quelques communiqués, si vous le permettez. Ça ne va pas prendre du temps. Premièrement, c'est concernant la formation de l'ECG. La 5e séance, le programme sera annoncé dans le groupe. Et déjà, les PDF aussi de ce soir, nous allons mettre ça dans le groupe et avec ce que le formateur va envoyer. En ce qui concerne les vidéos, c'est déjà disponible. Vous pouvez déjà, ceux qui ont des flash disques, vous pouvez déjà passer, prendre les vidéos. Mais la vidéo d'aujourd'hui, ça sera posté le soir. Troisième chose, nous voulons vraiment insister sur l'identité des participants. Ceux qui n'ont pas encore envoyé leur identité, c'est important pour le brevet. Veuillez le faire avec votre photo, comme c'était bien indiqué dès le début. Et aussi, en ce qui concerne l'obtention plutôt du brevet, il y a quelques critères pour avoir le brevet. Notamment, c'est la liste des présences. Nous aurons le brevet que les participants qui ont été quand même réguliers. Et aussi, il est prévu, vous le savez très bien, à la fin de la formation, un exercice d'évaluation. Et ça sera vraiment capital aussi pour remettre le brevet. Donc, nous voudrions vraiment que vous assistiez à ça. Et la remise du brevet, ça se fera le dernier jour de la formation. Et aussi, nous insistons pour la participation financière, pour ceux-là qui n'ont pas encore donné, de pouvoir le faire parce que ça sera parmi les critères de remise de brevet. Alors, concernant maintenant le deuxième point, c'est hors formation de l'ECG. Déjà, ceux qui ont des questions à poser, parce que quand vous allez peut-être faire la révision, s'il y a des questions à poser, veuillez nous les écrire. Nous allons faire un fichier où nous allons envoyer toutes les questions au maître et vous aurez vos réponses. Deuxièmement, nous voudrions vous parler, comme vous le savez très bien, au sein de l'ASBL, Substance Grise, il y a plusieurs formations et c'est de manière continue. Le médecin, c'est celui qui n'arrête pas d'apprendre. En dehors de la formation de l'ECG, nous avons une formation qui se prépare de l'échographie avec le docteur Chibasu. Et nous voudrions rappeler que c'est repoussé pour le 25 juin suite à quelques modifications. Alors, comme vous le savez très bien, la formation a 3 modules. Le module sur l'échographie gynéco-obstétrique, échographie Doppler et échographie abdominale. Donc, c'est à vous de faire votre choix sur chaque module d'échographie et le prix s'élève à 500 $ pour chaque module. Alors, nous avons quand même changé. Il y a quand même quelques critères
qui ont été revus. C'est même ça qui a poussé que nous puissions repousser un peu pour le 25. Nous avons annulé le critère sur la recommandation. Il suffit simplement d'avoir votre CV et une lettre de motivation adressée à l'ASBL Substance Grise pour votre enregistrement. Troisièmement, nous avons un jeu concours, comme vous le savez, sur l'évolution de la COVID-19. Et comme vous le savez très bien, le jeu concours a été repoussé parce que le professeur n'était pas sur place. Le prof Mouyembe, il était en déplacement et il tenait à ce qu'il soit là pour amorcer le début de ce jeu concours. Donc voilà, la fin du jeu concours, plutôt la fin des inscriptions, ça sera ce 25 juin et tout se passe en ligne via le site www.substancegrisecovid19.com. Vous pouvez vous enregistrer et c'est un jeu concours qui est à grand public. Ça ne concerne pas que les médecins, voyez-vous. Donc, tout le monde peut jouer et ce sont des questions vraiment très élémentaires. Alors, les 3 gagnants auront une somme, comme vous le savez, le premier avec 1500, le deuxième avec 1000 et le troisième avec 800 $. Mais autre que ça, ceux qui vont quand même se distinguer, mais qui ne pourront pas se retrouver parmi les 3 premiers, auront quand même quelques cadeaux surprises du prof, bien évidemment, ainsi que d'autres personnes qui sont comme partenaires. Alors, je rappelle qu'il y a déjà plus de 900 personnes qui se sont inscrites. Ce qui fait quand même du bien, c'est de voir que ce n'est pas seulement Kinshasa qui est impliqué. Beaucoup plus les gens de l'intérieur s'y impliquent. Alors, j'aimerais vraiment demander si on peut aussi faire pareil. Et pour finir, nous allons vous parler un peu de l'aspect substance grise. Comme vous le savez, nous nous battons en ce qui concerne beaucoup plus la formation continue des médecins. Alors, nous voudrions aussi vous demander, si possible, d'adhérer à l'ASBL parce que nous visons vraiment des grandes choses pour cette année. Alors, au sein de l'ASBL, nous avons 3 types de membres. Les membres effectifs, les membres adhérents, ainsi que les membres d'honneur. Les membres effectifs sont des personnes qui sont régulièrement au sein de l'ASBL, très au courant des activités, qui participent aux activités. Et ce sont des personnes qui voient pour les prochaines formations le coût être réduit par rapport à la participation. Parce que mensuellement, les membres effectifs donneront quelque chose chaque mois. Et lorsqu'il y a une formation, nous disons que non, par rapport aux membres effectifs, on doit quand même réduire les prix parce qu'ils ont quand même contribué chaque fin du mois. Alors, les membres adhérents, c'est toute personne qui aimerait quand même assister, mais n'est pas prompte à participer aux activités. Et les membres d'honneur sont, dans la plupart des cas, des autorités, des professeurs et toute personne qui aimerait faire un geste. Parce que vous savez, ce que nous faisons, ça ne se limite pas seulement à Kinshasa. Pour votre information, nous avons reçu une invitation de l'université de l'UNILU. Donc, ça veut dire que le club est en train l'ASBL, je vais dire, est en train de prendre l'ampleur. Il y a des questions? Pardon, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'a appelé de l'autre côté. Donc, voilà un peu ça. Pour devenir membre effectif, vous avez juste à payer 10 $ pour 5 $ d'avoir votre carte et 5 $ pour le formulaire. Et vous allez adresser votre motivation au club et la suite vous sera communiquée. Alors, pour finir, la dernière, c'est que nous allons fêter 5 ans de l'ASBL Substance Grise. Alors, de ce fait, il y a une grande manifestation qui sera portée à votre information, où il y aura tous les grands que vous connaissez, surtout beaucoup plus de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Alors, nous vous demandons de rester au courant et prenez bien soin de vous et merci de nous faire confiance. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, le photographe n'est pas venu. Bon, il a eu un petit malaise.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Par rapport au prix, ça peut être donné de manière... en fait, ça peut être donné par tranche. Mais comme on arrive déjà vers la fin, on préfère à ce que ceux qui veulent avoir la formation donnent directement du cours, voyez, parce que les places sont très limitées et données par tranche, ça pourrait quand même être pas intéressant de voir, il y a une personne qui est déjà prête et vous allez donner par tranche, voyez-vous. Donc, vu qu'on est arrivé déjà vers la fin, c'est préférable. Voilà. Comme on a dit, le jour, ça sera communiqué, voyez-vous. On a repoussé pour avoir le recrutement et le jour sera communiqué et puis on vous dira ce qu'il faudra faire. Alors, ici, c'est la carte de membre. Comme vous pouvez le voir, de l'autre côté, c'est le doyen de la faculté de la médecine, voyez-vous, le professeur Dr Mbungo Roger, qui a sa carte comme membre d'honneur. Et vous pouvez aussi avoir votre carte et participer activement au sein de l'ASBL Substance Grise. Et je vous assure, en tout cas, il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'avantages, surtout en ce qui concerne les formations. Pourquoi pas avoir des formations gratuites, mais de haute qualité. Voilà un peu. Veuillez nous écrire. Les coordonnées sont là et nous vous donnerons beaucoup plus d'informations en ce qui concerne l'ASBL Substance Grise. Et vous pouvez aussi aller dans notre site www.substancegrise.com pour avoir un peu un aperçu en ce qui concerne l'ASBL. Je crois que s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Et puis, pour ceux qui n'ont pas écrit sur la liste de présence, n'oubliez pas, hein, en sortant de voir, de charger pour mettre le nom, s'il vous plaît. Merci beaucoup.